Prologue. L'hiver était tombé, bien que le froid ait toujours régné en maître dans cette région du monde. Bien plus au sud du Sorelve, une troupe de patrouilleurs luttait pour avancer à travers la tempête. L'air gelé brûlait leurs poumons, chaque respiration devenant un supplice. Ils étaient aveugles à toute distance, constamment voilés par un épais nuage blanc de neige et de vent. L'un d'entre eux, s'avançant plus que les autres, se détacha du groupe, marchant à vive allure, peut-être dans l'illusion de pouvoir échapper au froid. Mais il fut rapidement délivré de ce supplice lorsqu'une lance jaillit de nulle part pour lui transpercer la tête. Les autres patrouilleurs ne virent rien. Ils n'entendirent que des cris lointains, étouffés par le hurlement du vent. Ils étaient incapables de voir même la personne marchant à leur côté, tant le brouillard de neige les enveloppait. En proie à la peur, ils restèrent sur leur garde. Chacun dégaina son arme, tentant de discerner la moindre menace. L'un d'eux, serrant son épée avec force, se retourna brusquement, surpris par un bruit fugace, mais il ne put réagir à temps. Un coup de hache, surgissant de l'ombre, lui traversa les côtes, lui ôtant la vie avant qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait. Les cris se multiplièrent, venant de toutes parts, mais il ne pouvait compter que sur leurs oreilles. Et même ce sens était trahi par le rugissement incessant du vent. La panique s'empara d'eux. Certains prirent la fuite dans une course effrénée, tandis que d'autres restèrent figés, paralysés par la peur. Parmi eux, Harrow, ce jeune soldat du Nord, luttait pour ne pas céder à la terreur. Il accéléra le pas, tentant de suivre une voix qui hurlait de se regrouper. Dans sa précipitation, son pied heurta une main coupée, détachée de son corps. Horrifié, il recula d'un pas, mais glissa sur une flaque de sang déjà figée par le froid. Perdant l'équilibre, il se rattrapa au manteau d'une fourrure épaisse. Il tira dessus et eut un instant l'impression d'avoir tenté de s'accrocher à un ours. Ce n'était ni la tenue d'un patrouilleur, ni celle d'un soldat, mais un homme immense à la barbe gelée. Ce dernier abattit sa masse sur le sol, qu'Aaron esquiva de justesse avant de planter son épée dans la gorge de son adversaire. Il tenta de reprendre ses esprits, mais la bataille faisait rage autour de lui. Les armes s'entrechoquaient, les hurlements se mêlaient aux cris de douleur, tandis que le vent sifflait toujours. Aaron se mit à courir, peinant à avancer dans l'épaisse neige qui freinait chacun de ses pas. Épuisé, il finit par rejoindre son commandant. Ensemble, ils se battirent pour se frayer un chemin hors de l'embuscade, et après une course éperdue, trouvèrent refuge dans une vieille cabane en bois délabrée. Peu à peu, d'autres patrouilleurs les rejoignirent, certains blessés, d'autres terrifiés. Ils n'étaient plus qu'une vingtaine, piégés par la tempête, et, au-delà, encerclés par des ennemis invisibles. Avant-propos. Le récit que vous vous apprêtez à découvrir vous emmènera au cœur du continent d'Estérion, un territoire aux vastes étendues et à l'histoire marquée par le sang et la magie. 56 ans se sont écoulés depuis la défaite des démons, qui furent repoussés par l'alliance improbable des peuples libres. Aujourd'hui, un empire en plein essor émerge des cendres de cette guerre dévastatrice. Mais la paix, bien que présente, demeure précaire, comme une flamme vacillante, après 100 années de conflits incessants. Les vieilles rancunes ne se sont jamais complètement éteintes. Les frontières, à peine stabilisées, se redessinent encore, tandis que chaque nation, chaque faction, cherche à saisir l'occasion pour accroître son influence. Dans l'ombre des cours royales et des assemblées, les manœuvres politiques se multiplient, mais au-delà des complots et des intrigues, se déroulent aussi des aventures grandioses, des quêtes périlleuses et des batailles épiques qui marqueront à jamais l'avenir de ce monde. Ce livre vous invite à suivre plusieurs destins entrecroisés, chacun narré à la première personne. Le point de vue change d'un chapitre à l'autre, vous plongeant dans les pensées et les émotions de différents personnages, qu'ils soient héros ou stratèges, guerriers ou politiciens. Ces variations de perspective renforceront votre immersion dans un univers foisonnant, où chaque geste, chaque parole peut changer le cours de l'histoire. Un monde où magie et mystère s'entrelacent pour façonner un avenir incertain. Épisode 1. Le feu du salut. Chapitre 1. Farir. La pluie tombait en fines gouttelettes, froide et implacable.
comme pour se joindre à l'austérité de ce soir funeste. Je me tenais là, sur le pic de la montagne du jugement, entouré des miens. Nous, les nains de Lyre, étions une famille forgée dans la pierre et la souffrance. Mais ce soir, même les plus durs d'entre nous semblaient aussi impassibles que les montagnes qui nous entouraient. Le vent hurlait à nos oreilles, déchirant les derniers vestiges de chaleur, et tout dans l'air semblait aussi lourd que le chagrin qui alourdissait mon cœur. Devant nous, sur la plateforme de roches brutes, mon père, le roi Fir, se tenait droit et imposant, sa silhouette large et sa présence écrasante dominée par sa barbe rousse épaisse, trempée par la pluie. Une cicatrice zébrait son visage, partant de son œil droit, un souvenir de guerres anciennes. Il n'était pas simplement un roi, il incarnait la dureté et la force de notre peuple. Ses mains, larges comme des marteaux de forgeron, tenaient l'épée de justice, symbole du pouvoir royal et de la loi inflexible de notre royaume. Et devant lui, agenouillée sous la pluie battante, se trouvait Lannis, ma tante, sa propre sœur. Mon père n'avait pas le choix. Trahison, un crime impardonnable chez les nains de Lyre. Et aujourd'hui, c'était ce mot qui la condamnait. Les nains de l'art, autrefois nos frères, étaient aujourd'hui nos ennemis les plus mortels. Leur trahison avait divisé notre peuple en deux factions irréconciliables. Et depuis des générations, nous étions en guerre. Les Lars avaient renié nos lois et nos coutumes, et toute alliance avec eux était une alliance avec la déchéance. Ma tante, Lannis, s'était unie en secret avec le défunt roi des nains de l'art, Falamar. Leur amour était peut-être pur, mais leur union était une abomination. Et pour cela, elle devait mourir. Même si Falamar n'était plus, et que leur mariage secret remontait à des années, cette trahison était encore un poison dans les veines de notre royaume. Mon père devait rétablir l'ordre, montrer à son peuple que même une personne de sang royal n'était pas au-dessus des lois. Pourtant, malgré tout, une part de moi se déchirait en silence. Je connaissais la gravité de ce moment. Je savais ce que cette exécution signifiait pour la sécurité de notre peuple, mais je ne pouvais étouffer le vide dans ma poitrine. Mon père parla alors, et sa voix résonna dans la montagne comme le grondement du tonnerre. Aujourd'hui, c'est le sang royal qui doit répondre de ses actes. Nous sommes les enfants de la terre, forgés dans la roche et le feu, et quiconque nous trahit, qu'il soit roi ou humble mineur, doit payer de sa vie. Ma sœur, Lannis, a brisé nos lois sacrées en s'unissant à Falamar, roi des traîtres de l'art. Il marqua une pause, son regard froid et sévère, mais je pouvais voir, dans un éclat fugace de ses yeux, une tristesse contenue. Malgré la pluie qui ruisselait sur son visage, on aurait dit que son regard restait aussi dur et sec que la pierre. Nous sommes en guerre avec l'art. Ceux qui pactisent avec eux tournent le dos à leur patrie. Ce soir, par la justice des nains de Lyre, ce lien impur sera brisé. Le vent continuait de siffler autour de nous, et la pluie redoublait d'intensité, comme si la montagne elle-même pleurait la sentence qui allait s'abattre. Puis, les chants s'élevèrent. Un hymne pour Glérios, notre dieu de la terre, celui qui veille sur les pierres et les montagnes, celui qui nous a forgés à son image, aussi dur que le roc, aussi immuable que les pics qui nous entourent. Les voix des prêtres résonnaient avec gravité, marquant le lien éternel entre les nains et la terre qui nous portait. Mon père se rapprocha alors de Lannis, qui restait silencieuse. Elle savait que la fin était proche. Je voyais ses épaules frémir sous le poids de sa cape trempée, mais elle ne prononça pas un mot. Elle acceptait son destin. Mon père leva son épée, aussi lourde que le jugement qu'elle portait. Je serrai les poings, incapable de détourner le regard. Je savais que c'était nécessaire. Trahir Lyre, c'était trahir notre peuple tout entier. Je comprenais ce que cet acte signifiait pour nous tous. Mais je sentais aussi ce nœud dans mon ventre, cette tristesse qui ne voulait pas me quitter. La lame s'abattit dans un bruit sourd. Lannis ne cria pas, ne fit aucun geste. Sa tête roula sur le sol trempé, et son corps s'effondra quelques secondes après. Je restais là, immobile,
tandis que le monde autour de moi semblait se dissoudre dans la pluie. Mon père ne bougea pas non plus. Le roi Fir avait accompli son devoir. Le sang royal avait été purifié. Quelques heures s'étaient écoulées depuis l'exécution, mais je n'avais toujours pas prononcé un mot. Le campement était calme maintenant. Seuls les bruits de la pluie et du vent persistaient, comme un murmure sourd qui refusait de s'éteindre. Je m'étais éloigné du reste du groupe, cherchant refuge sous un grand rocher, là où la pluie battante ne pouvait pas m'atteindre. Je restais assis, les genoux contre ma poitrine, le regard perdu dans le vide. Je n'arrivais pas à penser clairement. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti, cela restait comme un poids au fond de mon cœur. Je savais que mon père avait fait ce qu'il devait faire. C'était son devoir de roi, mais quelque chose en moi refusait de l'accepter entièrement. Le bruit des pas lourds de mon père me tira de ma torpeur. Je n'eus pas besoin de le regarder pour savoir que c'était lui. Sa démarche était reconnaissable entre mille, puissante et assurée, comme celle de quelqu'un qui porte le poids d'un royaume entier sur ses épaules. « Farir », dit-il doucement en s'asseyant à côté de moi. Je levai les yeux vers lui. Il avait retiré son manteau trempé, mais sa barbe rousse était encore perlée de pluie. Ses yeux semblaient plus fatigués qu'à l'accoutumée. Nous restâmes ainsi quelques instants, en silence, écoutant simplement le vent qui soufflait entre les rochers. « Tu comprends pourquoi j'ai fait ça ?» demanda-t-il finalement, sa voix grave, mais adoucie par une certaine fatigue. Je pris une grande inspiration. Je savais quelle réponse il attendait de moi, et quelque part, je la comprenais. Oui, pour préserver l'équilibre et faire respecter notre loi. Ma voix était basse, à peine un murmure. C'était la réponse attendue, celle que j'avais apprise depuis mon plus jeune âge. La loi était tout, le respect de notre peuple et de nos traditions, encore plus. Mon père hocha lentement la tête. Il ne semblait pas satisfait, mais il ne semblait pas non plus en colère. Son regard s'éloigna un instant vers les montagnes qui se découpaient au loin, à peine visibles à travers la pluie et le brouillard. « Ta tante était aussi ma sœur, » dit-il doucement, comme s'il parlait plus à lui-même qu'à moi. « J'ai grandi avec elle. Je l'aimais, Farir. » Ces mots frappèrent plus fort que je ne l'aurais cru. C'était la première fois que j'entendais mon père parler d'amour, du moins de cette façon. Il n'était pas du genre à montrer ses sentiments, encore moins à parler de son affection pour quelqu'un. Je restais silencieux, incertain de ce que je devais répondre. « Elle s'est prise d'amour pour Falamar », continua-t-il, cette fois-ci plus fermement, comme s'il voulait dissiper tout doute sur ce qu'il venait de dire. Mais elle devait être jugée pour ça. Ce mariage, aussi caché soit-il, était une trahison, interdit par nos lois. Il tourna la tête vers moi, cherchant à rencontrer mon regard. Je le levai finalement vers lui, le cœur serré. Je savais qu'il avait raison, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. D'autant plus pour quelqu'un de notre famille, poursuivit-il. Nous devons montrer l'exemple, Farir. Nous sommes de sang royal. Si nous tolérons des faiblesses ou des écarts, c'est tout notre peuple qui en pâtit. Je sentais le poids de ces mots. C'était là toute la vérité de notre existence, celle de notre famille. Porter la couronne, être héritier du trône, ce n'était pas un privilège. C'était une chaîne, un fardeau que l'on portait avec honneur, mais aussi avec douleur. Notre peuple a été trop souvent trahi, continua-t-il. Les nains de l'art nous ont trahis, encore et encore. Si nous tolérions cette union, nous laisserions le poison de la trahison s'infiltrer dans nos propres veines. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Je baissai la tête, les mots résonnant en moi. Je comprenais tout cela. Je comprenais l'importance de maintenir l'ordre, de respecter la loi et de ne jamais laisser l'ennemi gagner en infiltrant nos rangs. Mais au fond de moi, je sentais cette injustice sourde qui grandissait. L'anis, elle avait simplement aimé. Ce n'était pas comme si elle avait pris les armes contre nous. L'anis elle-même avait fini par accepter son jugement, ajouta mon père, brisant mes pensées. Elle savait ce qu'elle avait fait.
Elle ne l'a jamais renié. Elle a aimé Falamar, oui, mais elle savait que cela l'amènerait à ce jour. Je fermai les yeux un instant, cherchant à faire taire ce tourbillon d'émotions qui grondait en moi. Il avait raison. Elle avait accepté son destin. Pourtant, je n'arrivais pas à effacer cette tristesse. Elle savait, répéta-t-il. Et maintenant, c'est à toi de comprendre, Farir. Un jour, tu seras roi, et tu devras prendre des décisions encore plus difficiles que celle-ci, pour le bien de ton peuple, pour les nains de Lyre. Je levai les yeux vers lui à nouveau, et cette fois, je vis autre chose dans son regard. Ce n'était pas de la force, ni de la colère. C'était de la solitude. Mon père, aussi puissant et imposant qu'il soit, portait un fardeau que peu de gens pouvaient comprendre. Je fis un signe de tête, incapable de trouver les mots. Il avait raison, bien sûr. J'étais le prince héritier. Un jour, ce serait à moi de porter ce poids. Mais ce soir-là, malgré tout ce que je savais, je n'étais encore qu'un fils, regardant son père avec une profonde tristesse qu'il ne parvenait pas à nommer. Le vent avait changé de direction, et avec lui, la pluie s'était adoucie, comme si les cieux eux-mêmes ressentaient la lourdeur des événements de la nuit. Alors que nous descendions la pente rocheuse, mes pensées étaient encore embrouillées par la conversation avec mon père. Je n'avais pas tout à fait réussi à digérer ses paroles, ni à apaiser le tumulte qui grondait dans ma poitrine. Mais mes réflexions furent interrompues par un son puissant et profond qui résonna dans l'air, se répercutant sur les flancs de la montagne. Les cloches de Rochefer venaient de sonner, un appel solennel, celui qui annonçait l'arrivée d'un visiteur de marque. Ce n'était pas souvent que ces cloches retentissaient, et encore plus rarement pour des étrangers. « Un invité », murmura mon père, ses sourcils se fronçant. Il se retourna vers ses hommes, ses yeux fatigués mais toujours aussi déterminés. « Nous rentrons à Rochefer, que personne ne traîne. » Nos troupes se mirent aussitôt en marche, disciplinées comme toujours. Même après cette longue nuit, leur force semblait inébranlable. Pour ma part, je suivis mon père en silence, le cœur encore lourd, mais curieux de découvrir qui était cet étranger assez important pour mériter l'appel des cloches de la capitale. Le chemin de retour vers Rochefer fut rapide, malgré les trombes d'eau qui avaient transformé les chemins rocheux en rivières boueuses. Notre capitale, du nom de Rochefer, se trouvant dans la plus haute et la plus ancienne de nos montagnes qui apparaissaient devant nous, immense et majestueuse. Les grandes portes étaient déjà ouvertes, et nous fûmes accueillis par les gardes, leurs armures luisant sous la pluie. À peine étions-nous entrés dans la grande salle du trône, que l'un des conseillers de mon père, le visage grave, s'approcha de lui pour murmurer à son oreille. Mon père écouta, hochant la tête, puis se tourna vers moi. Mon père se dirigea vers la grande salle de réception et je le suivis de près. En entrant, mes yeux se posèrent immédiatement sur Sir Christophe. Comme je l'avais imaginé, il était grand, bien plus que nous autres nains, et portait une épaisse cape de voyage, encore trempée par la pluie. Ses cheveux bruns lui tombaient sur les épaules, et un bouc soigneusement taillé ornait son visage. Il se tenait droit, malgré les signes évidents de fatigue, et son armure, bien que poussiéreuse, brillait d'un éclat qui trahissait son statut. Il s'inclina respectueusement devant mon père, et sa voix résonna avec fermeté dans la grande salle. « Votre Majesté, je suis Sir Christophe, chevalier de l'Empire des Hommes. J'ai l'honneur de vous annoncer la naissance de la princesse Aleina, fille de notre empereur Ildras. Mon voyage a été long, mais seul un noble pouvait porter en personne une nouvelle d'une telle importance. » Je vis mon père hocher lentement la tête. La naissance d'une princesse impériale était un événement majeur dans l'Empire des Hommes, mais je pouvais sentir qu'il y avait autre chose. Ce genre d'annonce n'était pas faite à la légère. « L'empereur Ildras demande que votre majesté se rende en personne à Wengar, notre capitale, pour rendre hommage à la princesse nouvellement née. Une telle rencontre renforcerait l'alliance entre nos deux peuples, en ces temps troublés. »
Mon père resta silencieux un moment, réfléchissant. Je pouvais déjà deviner ses pensées. Le voyage vers Wengar serait long, bien trop long pour un roi qui devait rester ici, à Rochefer, alors que les tensions avec les nains de l'Ar ne faisaient que croître. Pourtant, ne pas répondre à une telle invitation pourrait être perçu comme une insulte, une menace pour notre alliance avec les hommes. Il prit une grande inspiration, puis se tourna vers moi, son regard sérieux. « Le voyage est trop long pour moi, Farir. Je ne peux me permettre de quitter mon royaume alors que la situation avec l'Ar s'aggrave de jour en jour. Mais... » Il s'interrompit, ses yeux se fixant sur les miens. « Tu iras à ma place. » Je le regardais, surpris. Moi, représenter notre peuple à la cour des hommes? Mon cœur accéléra. C'était une grande responsabilité. Une opportunité de montrer à mon père que j'étais prêt à porter le poids du trône un jour. Mais c'était aussi un défi immense. Je pris une grande inspiration. « Moi, dis-je finalement, je ne suis pas roi. »« Tu es mon fils, » répondit-il calmement. « Et cela suffit. Ton rang est assez élevé pour représenter notre peuple. Et puis, c'est l'occasion pour toi de prouver que tu es prêt à prendre ton rôle à cœur. » Je sentis une vague de fierté mêlée à l'appréhension m'envahir. Mon père me faisait confiance pour accomplir cette mission, pour me tenir face aux hommes en tant que prince des nains de l'Ir. C'était un honneur que je ne pouvais pas refuser. « J'irai à Wengar, » déclarai-je finalement, d'une voix plus assurée que je ne l'étais vraiment, pour rendre hommage à la princesse Aleina et pour représenter notre peuple. Mon père hocha la tête, satisfait, puis se tourna vers Sir Christophe. « Mon fils, Farir, vous accompagnera. Il partira avec une escorte d'une dizaine de mes meilleurs soldats. Vous veillerez sur lui, comme il veillera à ce que notre alliance reste forte. » Sir Christophe s'inclina à nouveau. « Ce sera un honneur, Votre Majesté. » Je regardai mon père une dernière fois. Il y avait dans ses yeux une lueur d'orgueil, mais aussi une certaine gravité. Le monde dans lequel je m'apprêtais à entrer était bien différent de celui dans lequel j'avais grandi. Mais je me sentais prêt à relever le défi. Je voulais lui prouver que, même jeune, je pouvais être à la hauteur des attentes. Le lendemain, nous partirions pour Wengar.